Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par celle qui a été postée il y a quelques jours à peine concernant le sphinx et l'érosion du sphinx de Gizeh. Et cette vidéo, elle m'a été inspirée par les réactions que cette vidéo a suscité, pas forcément les réactions en elles-mêmes, mais la manière dont elles ont été tantôt argumentées, tantôt justifiées. Alors avant tout, bien entendu, je souhaite remercier toutes les réactions positives suite à cette vidéo, que ce soit en commentaire ou en email, réactions positives de tous les gens qui ont, comment dirais-je, sobrement salué le fait que j'avouais, enfin avouer c'est peut-être pas forcément le bon terme à utiliser, mais en tout cas que je reconnaissais que je m'étais trompé. Mais psychologiquement, les réactions négatives finalement révèlent quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Car en effet, il y a une partie des gens qui semblent contrariés, mais qui par là même, j'ai l'impression, mélangent un petit peu tous les sujets sur lesquels cette vidéo portait, j'ai envie de dire. Parce que la vidéo du Sphinx, elle parle de la chronologie de construction des éléments du plateau de Gizeh et comment il aurait été physiquement impossible que certaines traces d'érosion apparaissent sans que des structures viennent rediriger l'écoulement de l'eau. Évidemment, si vous ne savez pas à quelle vidéo je me réfère, je vous mets le lien dans la description afin que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil pour savoir un petit peu sur quoi je me base pour faire cette vidéo, le syndrome du chercheur de vérité. Concernant les constructions de Gizeh et le fait que le bâtiment présent sur la chaussée royale aurait forcément dû être là pour dévier l'eau, si l'idée chagrine que le sphinx ne soit pas antérieur à tout ce petit bazar, j'y peux rien. Et si à l'inverse, le fait que je dise que je me sois trompé est une erreur en soi, eh bien aussi charge aux gens d'apporter leur propre justification, démonstration et argument. D'ailleurs, les réactions sont toujours conjuguées à la deuxième personne du singulier, un petit peu comme si c'était mon idée, ma réflexion, mes arguments, mon étude. Déjà, on dénote là une sorte d'aveuglement parce que j'ai jamais prétendu ni revendiqué la quelconque paternité des idées que je partage sur la chaîne. Sur la chaîne, je me vois avant tout comme un vecteur d'information, à l'issue desquelles vous pouvez faire le tri et faire votre propre avis. C'est avant tout ça, je pense, qui est essentiel sur cette chaîne. Et en tant que vecteur d'information, dans cette vidéo, je parle bien de ces géologues indépendants, de Jean-Pierre Houdin, etc., etc. Donc quand les gens disent oui, tu dis n'importe quoi, etc., honnêtement, je m'en fous. c'est pas mon truc, quoi. Et cette espèce d'aveuglement, eh bien, me conforte un peu dans l'idée ou la conviction que j'avais toujours de ne jamais utiliser le terme de chercheur de vérité. Déjà, c'est très égocentrique de croire que ceux qui embrassent cette mission de quête de vérité puissent n'être que les seuls à pouvoir la trouver, cette vérité. Et à cet égard, quand d'autres aiment tourner cela en dérision, en renommant le truc en chercheur de véritude, finalement, c'est à se demander si c'est pas eux qui seraient le plus proche de la vérité en termes d'analyse sociologique, psychologique du comportement des chercheurs de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, cette recherche de vérité se traduit-elle réellement dans les faits? C'est ça la question, c'est ça le nerf de la guerre d'une manière. Parce que force est de constater que non. Et j'ai l'impression qu'on est plutôt à la recherche d'une vérité spécifique plutôt que de vérité en général, c'est-à-dire partir d'une feuille blanche comme le font tous les scientifiques. Je ne suis pas scientifique, j'ai jamais dit ça, mais dans l'approche, voilà, on cherche les vérités, les réponses, on cherche les réponses à nos questions, et j'ai l'impression que les gens qui se revendiquent comme chercheurs de vérité sont très contrariés parce qu'ils cherchent un type de vérité. Mais donc forcément, par définition, ça n'est pas plus une vérité qu'une autre. Personnellement, si je découvre, ou si je comprends quelque chose qui va à l'encontre de mon intuition, ou de ce que je croyais jusqu'à présent, c'est la vie, je vois pas en quoi il faudrait tout nier en bloc. Et j'ai l'impression que les gens attendent en général, que ce soit de moi ou d'autres, uniquement des réponses, des éléments qui confirment ce qu'ils attendent ou ce qu'ils aimeraient découvrir, même si ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ne sont pas forcément prêts à admettre le fait que l'histoire académique de l'Égypte ancienne, parce que c'est toujours l'Égypte qui provoque le plus de réactions, que cette histoire finalement, elle est indémontable d'une certaine manière. Pourtant c'est la réalité, le travail fourni par les archéologues depuis plus de 200 ans est absolument stupéfiant. Il y a juste quelques petits sujets comme ça qui regroupent la grande majorité des discussions. La 4e dynastie, les pyramides, la 4e dynastie. Concernant le sphinx, voilà. Par exemple, on peut dire, je pense que le sphinx a 12 000 ans. Soit, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. J'ai même été moi le premier à en parler il y a quelques années déjà, justement en parlant de cette érosion, de la pierre et tout ça. Donc en tant que concept, il faut rester ouvert à tout. Donc le sphinx qui aurait 10-12 000 ans, pourquoi pas?
Mais si on trouve des études et des réflexions qui disent que non, ben alors la réponse est non. Et en fait, quel est le problème par rapport à ça? Parce que qu'on se soit peut-être trompé en pensant que le sphinx aurait pu avoir 12 000 ans, oui, bah c'est la vie. Mais encore une fois, ce serait très égocentrique de croire qu'on ne se trompe pas, même quand ça peut nous paraître comme quelque chose d'évident. Et dans les échanges que j'ai avec vous sur la chaîne, en email, en message perso ou lors des voyages, eh bien, on me dit très souvent que ce que les gens, en tout cas ceux avec qui j'échange personnellement, ce qu'ils apprécient le plus, c'est ma neutralité. Ma neutralité dans le sens où, comme je le disais, je suis un vecteur d'information, je donne les informations et après vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas du tout là pour donner forcément une vision plus qu'une autre. C'est bien pour ça aussi que j'ai fait de très nombreuses vidéos sur l'histoire des dynasties et sur des choses qui ne sont absolument pas à remettre en cause et pour lesquelles il n'y a aucun souci et qui s'en remettent uniquement, à, comme je le disais, au travail absolument stupéfiant des archéologues qui a été fait depuis plus de 200 ans. Alors effectivement, moi, il y a quelques années, j'avais déjà mes convictions qui aiguillaient, on va dire, ma démarche. Mais ce que j'ai dit il y a 4 ans, je ne le redirai pas forcément aujourd'hui, je ne l'aurais pas redit il y a 6 mois, ou même je ne l'aurais pas redit dès le lendemain, parce que c'est la vie, on change, on avance. Et croire que ce qu'on a dit un jour est valable ad vitam aeternam, c'est vivre dans une bulle d'illusion qui n'a rien à voir avec le monde réel. C'est normal de changer d'avis, on ne change pas son fusil d'épaule, c'est simplement qu'on avance, on se nourrit de nouvelles choses, et puis voilà, on évolue. Comme pour la vie, comme pour tout. Ça par exemple, c'est un concept que certains, j'ai l'impression, ne comprennent pas. Genre, un exemple qui me fait toujours grandement sourire, celui de Femi Krasniqi. Parce que lors des discussions que j'ai pu avoir avec lui lors de la sortie de son film, sur lequel j'avais donné mes réactions, j'ai tout de suite senti qu'il était piqué au vif, probablement aussi par son ego, persuadé d'être le seul à détenir la seule vérité. Et puis il commence à me ressortir des liens d'il y a 2 ou 3 ans, en me disant que j'avais plus aucune crédibilité, etc., etc. Après, c'est une question de point de vue. Je trouve qu'il est plus honnête de laisser des vidéos dans lesquelles on sait qu'on s'est trompé il y a 2, 3, 4, 5 ans, plutôt que de les effacer, parce que ça montre aussi, d'une part, l'honnêteté, et puis d'une autre part, le fait qu'on n'a rien à cacher, et puis ça montre la progression, j'ai envie de dire, dans ce chemin passionné que nous embrassons tous. Puis dans tout ça, oui, il faut quand même aller sur place, etc. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si Femi allait très souvent à l'obélisque d'Assouan pour parler de sa théorie. D'ailleurs, quand je lui avais posé la question directement en privé, il n'a pas répondu, il a simplement mis un petit smiley moqueur, je pense, qui en dit long. Bref, en tout cas, on n'est pas pour parler de ça, mais c'est très intéressant d'ailleurs que justement on ait eu cette discussion à l'époque, ça fait maintenant 2 ans, juste avant que je ne me rende avec Claude Oberlin à Assouan pour étudier l'obélisque. Parce que grâce à lui, on a aussi pu livrer un travail inédit, un travail concret, qui repose plus sur le génie des anciens que sur d'autres concepts, certes plus sexy, mais moins démontrables, dont je parlais il y a pourtant quelques années, comme je l'ai dit. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des commentaires qui sous-entendent que j'ai retourné ma veste, etc. Mais il n'y a pas de veste, justement. Plus que jamais aujourd'hui, les gens vivent dans un monde de camps très clivant et pensent que tout est très manichéen, et que d'un côté il y a des gentils, que de l'autre côté il y a des méchants. Mais c'est déjà très naïf de croire que tout est si simple, et encore une fois, très égocentrique, de croire que soi-même en fait partie des gentils et que les autres ne sont que des méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis que je cherche des réponses, c'est parce que les réponses qui nous sont données, soit ne me satisfont pas, soit tout simplement ne sont pas données sur ces sujets qui nous passionnent. Mais quand je cherche des réponses, je cherche tout type de réponses, pas uniquement des réponses qui vont forcément à l'encontre de la version académique. C'est ça qu'il faut garder en tête et bien comprendre. Si les réponses que je trouve ne sont pas forcément en adéquation avec ce que j'espère ou ce que j'attends, ça ne me pose personnellement aucun problème. Oui, comme je l'ai dit, quand on essaye d'approcher l'égyptologie d'une manière alternative, pas que l'égyptologie, mais en tout cas l'égyptologie, parce que c'est ce dont il s'agit aujourd'hui, de manière alternative, c'est parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de réponse et d'autres pour lesquelles les réponses ne me satisfont pas. Ok, certes. Mais dans tous les cas, quel que soit notre prisme de lecture ou de recherche, il faut garder les pieds sur terre et arriver malgré tout à se baser sur du concret. Quand on dit que les pyramides de Gizeh sont des tombeaux, il n'y a pas beaucoup de concret pour le démontrer, car il n'y a pas de texte, au même titre qu'il n'y a pas de texte pour démontrer comment les pyramides ont été construites. Mais l'inverse, c'est aussi valable. Si quelqu'un me parle des Anunnaki, je veux bien, il n'y a aucun souci, mais derrière, quelle est la réalité tangible pour démontrer les Anunnaki et tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y en a pas, il n'y a pas plus de valeur aux Anunnaki, etc., que à la grande pyramide de Khéops, c'était le tombeau de Khéops. Donc quand je tombe sur un truc de Jean-Pierre Houdin, pour moi c'est du concret, ça me parle. Tout n'est pas forcément 100% cohérent,
tout n'est pas forcément 100%, j'ai envie de dire, vérifiable, mais en tout cas, ça a au moins le mérite d'être là, d'être fait, d'être pensé, d'être rédigé, et c'est du concret, c'est là, ça existe. L'approche alternative, de mon côté, elle découle plutôt du fait qu'on n'a pas assez d'éléments concrets pour démontrer, par A plus B, comment est-ce que les pyramides ont été construites, ou quelles en étaient leurs fonctions. C'est un petit peu pareil pour certaines constructions andines, notamment celle du Machu Picchu, pour lesquelles il n'y a pas beaucoup d'éléments vraiment imparables qui expliquent les différences architecturales et les différences de style sur les murs et les constructions du site. Donc oui, cette approche, de mon côté, elle est alimentée par un vrai désir de concret, plus que par un besoin de rêver. Et peut-être à tort, j'ai le sentiment que beaucoup de ceux qui cherchent des réponses alternatives le font pour trouver des réponses incroyables. L'alternatif, ça ne veut pas dire, c'est une autre réalité. Pour moi, l'alternative, c'est tout simplement une piste à exploiter. Alors forcément, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, etc. Mais c'est avant tout, je le répète, une piste à exploiter, elle. Si elle non plus ne fournit pas d'éléments sur certaines questions, alors tant pis, on est à nouveau sur un pied d'égalité, et je pense que ça se ressent au fil des années, que mon approche alternative semble se tempérer, parce que finalement, c'est quand même quelque chose de tout à fait normal. Parce que si, comme je l'ai dit, l'alternatif ne parvient pas à nous apporter de nouvelles réponses en exploitant cette piste, eh bien ce serait très contradictoire de s'entêter mordicus dans la voie alternative, parce que ça contredirait ce que l'on reproche, enfin en général, aux académiques de ne pas ouvrir un petit peu leur esprit et considérer d'autres pistes de réflexion. Quand on reproche aux autres d'être dans la croyance non démontrée, etc., s'entêter dans l'alternatif sans preuve concrète, c'est aussi se remettre à sa propre croyance. Alors évidemment, sa propre croyance va souvent nourrir comme ça une intuition, un petit peu comme des enquêteurs, et va nous amener vers les bonnes réponses. Mais si cette croyance, ça bloque et on n'arrive pas à avancer via cette croyance, que faire? Il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas faire le cheval comme ça, il faut rester ouvert, bien entendu. Il faut prêcher l'exemple, vous voyez ce que je veux dire? Et tel que je l'ai dit en début de vidéo, dire ces choses-là, je sais que ce sera interprété pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste qu'il faut être honnête avec soi-même, savoir ce qu'on veut vraiment, et qu'au-delà de débunker l'officiel, il faut aussi essayer au maximum, autant que faire se peut, d'amener des arguments. Enfin non, pas des arguments, parce que des arguments, on en a tous, il faut plutôt apporter des preuves concrètes, j'ai envie de dire. Mais en l'absence de ces preuves, c'est pas un crime si on écoute Jean-Pierre Houdin ou d'autres chercheurs académiques, et puis depuis toujours, je me focalise certes sur certains éléments, ceux de la 4e dynastie, comme je le disais, ou fin de la 3e, mais pour le reste de l'histoire dynastique égyptienne, j'ai rarement dit que tout était faux. Bref, si j'ai pris ces quelques instants avec vous aujourd'hui, mes chers amis, c'est pour essayer de nuancer un petit peu la réflexion, un petit peu nuancer l'approche de chacun, ce que je pense qu'il serait plus sain d'adopter. Parce que cette approche nuancée, finalement, elle permet de faire comprendre que chercher des réponses par l'alternatif ne signifie pas que l'alternatif est la seule piste, le seul vecteur de nouvelles réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que j'arrête de dire vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne signifie pas que l'alternatif est le seul à pouvoir apporter des nouvelles réponses, ça ne veut pas dire que ces nouvelles réponses sont forcément alternatives, et ça ne veut évidemment pas dire que l'académique a tout faux et que l'académique, il faut le fuir, pensant qu'il serait incapable d'apporter des réponses. Donc voilà les amis, chacun voit midi à sa porte, mais on n'a pas tous la même horloge, il faut évidemment toujours être pétri de conviction et faire son propre chemin, mais il ne faut pas dénigrer les autres, il ne faut pas penser qu'on a toujours raison, qu'il y a des bons, qu'il y a des méchants, il ne faut surtout pas, ça c'est la mode aujourd'hui, croire que le monde est manichéen, qu'il n'y a que deux vérités. En fait, il n'y a pas de vérité, il y a un ensemble complètement gris qui vient articuler un petit peu tout ce qui existe, et avant toute chose, il faut être capable de démontrer ce que l'on a dit. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois pour le Sphinx, je pensais que j'avais démontré certaines choses, mais chemin faisant, eh bien, j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai compris de nouvelles choses et je me suis rendu compte que ce que je pensais être des arguments n'en était pas, que ce que je pensais être des preuves n'en était pas, grâce aux travaux d'autres personnes, notamment en l'occurrence Jean-Pierre Houdin. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu comme ça, hors sujet avec vous, sur ce concept, ce terme de chercheur de vérité qui, pour moi, très utilisé un petit peu comme ça, sans réelle, pas toujours, sans réelle légitimité derrière l'emploi de ce terme. D'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao.